Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité politique ce matin. Député Renaissance de l'Oise, on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Bonjour. Éric Woerth, les files s'allongent pour les Français à la pompe. Un tiers des stations-service du pays connaît des pénuries. Hier soir, Elisabeth Borne a réuni les ministres à Matignon, mais aucune décision n'est sortie de cette réunion. Est-ce que le gouvernement ne tarde pas trop à réagir? Écoutez, le gouvernement a maintenant pris conscience d'un sujet qui a plusieurs jours. Il y a évidemment pénurie. Je sais bien qu'on peut tourner autour du mot pendant longtemps, comme on peut tourner autour d'une station essence. Mais il y a pénurie pour ceux qui ne trouvent pas. Autour du mot pour ceux qui ne trouvent pas d'essence. Il suffit d'aller juste se promener sur le terrain. Je suis allé dans ma circonscription dimanche faire le tour des pompes pour voir ce que ça donnait. Sud du département de l'Oise, il y avait 85%, 90% des pompes qui étaient fermées. Et dans celles qui n'étaient pas fermées, il y avait dès 10h ou dès 9h du matin le dimanche, des queues qui devenaient déjà insupportables. Donc il y a bien pénurie d'essence pour celles et ceux qui ne peuvent pas remplir leur réservoir, aller travailler, sans parler évidemment des services publics. Il est urgent d'agir. Il y a une question d'ordre public là-dedans, me semble-t-il. On voit quelques extraits, alors il ne faut pas croire que tous les reportages télé valent pour l'ensemble, mais enfin on voit évidemment un énervement dans l'ensemble de ces longues files d'attente. Et comment peut-il en être autrement? Bon, mais il faut agir comment? Bruno Retailleau, dimanche, il a dit qu'il faut des réquisitions. D'abord, Vous êtes d'accord avec ça? Oui, il faut utiliser tous les moyens disponibles. Alors le premier moyen disponible, c'est d'accélérer la négociation entre, puisque c'était une question qui ne regarde pas directement l'État. L'État n'a pas provoqué cela, c'est pas une décision de l'État, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement n'a rien à voir dans ce qui a déclenché ce conflit. Mais il y a visiblement une question de dialogue social et salarial, surtout entre Total ou Esso et leurs propres salariés dans les raffineries. Bon, il faut essayer d'avancer. Il faut essayer d'avancer maintenant. Il faut des réquisitions. Très vite. Et si ce dialogue social n'aboutit pas à la levée aujourd'hui ou demain, enfin maintenant c'est dans quelques heures de ces blocages, de cette prise en otage des Français et de beaucoup de Français, il faut utiliser tous les moyens légaux disponibles. D'abord, il faut continuer à remplir les cuves avec les réserves stratégiques du pays. Il faut accélérer ça. C'est pas assez rapide. Il faut que les préfets puissent mieux organiser les choses dans leur propre département. Certains l'avaient fait, mais d'autres ne l'avaient pas fait, visiblement. Donc, mon Dieu, que de temps passé pour interdire aux Français de mettre de l'essence dans leur jerrycan, quoi. Il y a un peu. Ça veut dire que l'arrêté du gouvernement, il est arrivé trop tard aussi? Mais il n'est pas arrivé trop tard. Le gouvernement l'avait dit. Donc, il y a des préfets qui l'avaient fait. Dans l'Oise, on avait interdit les jerrycans depuis déjà plusieurs jours. C'était absolument normal de stocker aux dépens des autres. Vous avez Olivier Faure. Et puis les réquisitions, bien sûr, réquisition de personnel, c'est possible lorsqu'il y a atteinte à l'ordre public. Ça nécessite un certain nombre évidemment de respect de la loi sur le sujet, puisque c'est une atteinte au droit de grève. Mais il faut le faire sans tarder. Il y a évidemment une atteinte aujourd'hui à l'ordre public en France. Bref, il faut agir. Alors Olivier Véran appelle ce matin à un déblocage sans délai. Est-ce que vous pensez qu'il pense aux réquisitions? Parce que comment est-ce qu'on peut faire autrement? Je ne sais pas à quoi Olivier Véran pense, mais enfin en tout cas il montre que le gouvernement a pris conscience du sujet et maintenant avec la puissance, mais aussi les limites de l'action gouvernementale dans ce type de cas, il faut le faire. Une de ces limites, c'est qu'en cas de réquisition, vous avez les grévistes qui promettent une généralisation du conflit, enfin qui sont oui, mais il faut qu'on arrête d'avoir peur dans notre pays de tout. Le conflit, il est là. Les Français qui attendent et qui passent un temps fou et perdent un temps fou, et tout ça, c'est des heures de travail, tout ça, c'est de la productivité, tout ça, c'est de la production, tout ça, c'est beaucoup de choses en même temps. Donc on n'avait pas besoin de cela. Non, je dis pas que le gouvernement a peur. Je dis que globalement, généralement, on a toujours tendance à remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et ça ne change. Il faut aujourd'hui agir. Oui, il faut agir. Il faut mettre fin à cette situation sociale qui vient se greffer à une situation structurelle où les Français sont
sont inquiets, où chacun se pose plein de questions pour soi-même, pour son avenir, même si l'économie française va bien et même si l'emploi va bien. Donc il y a plein de raisons de se réjouir, il y a plein de raisons de réformer, d'accélérer les travaux de réforme, de mobiliser l'ensemble du dialogue politique afin de réformer notre pays, plutôt que de perdre son temps dans un conflit salarial, alors que honnêtement, si j'ai bien compris, les salariés du pétrole n'ont pas trop à se plaindre du niveau de leur salaire. Ouais. C'est Total qui a ce sont les publié, chiffres qu'avance Total, mais les chiffres avancés par Total sont très contestés en fait. Vous approuvez ce procédé déjà? Oui, bien sûr. Écoutez, que les choses soient sur la table. Enfin, les gens ne trouvent pas, ils vont faire des kilomètres. Quand même, c'est pas un secret défense, il me semble pas. Donc je pense que Total se garderait bien d'évoquer des chiffres qui seraient faux. Donc Total parle de 5 000 € par mois. Oui, en moyenne. Donc je sais bien, mais en moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup plus. En moyenne, en brut. Oui, mais tout compris, c'est votre salaire, avec la participation, avec de l'intéressement. Dans les rangs des grévistes, on ne parle pas du tout des mêmes niveaux de rémunération. Enfin, écoutez, on travaille 32 heures, il y a des conditions, c'est bien sûr que c'est des 3-8, enfin, il y a plein. Enfin, on est en France quand même, généralement, on fait très attention à tout cela. Donc ça veut dire que vous ne comprenez pas ces grévistes qui demandent des hausses de salaire? Moi, je suis très content, je ne demande pas la baisse des salaires de ces personnes. Enfin, dans ce cas-là, vous ne comprenez pas qu'ils demandent des hausses, c'est ça? Dans ce cas-là, qu'ils ne viennent pas ennuyer et prendre en otage la plupart des Français qui ont besoin, évidemment, de mobilité. Et chez Exxon, apparemment, il y a des négociations en cours qui pourraient aboutir, alors qu'on sent bien que chez Total, on est sur un blocage. Je ne suis pas dans ces négociations. Je ne sais pas ce qui se passe entre les syndicats et l'employeur. C'est pas à moi de commenter ça. Mais enfin, en tout cas, il faut sortir de cette situation très vite. Un dernier mot, puisqu'on parle de Total, qui est le plus grand groupe pétrolier français, qui a fait des bénéfices importants. Le gouvernement a déposé un amendement au budget qui prévoit de créer une contribution temporaire de solidarité pour les entreprises du secteur du pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz. Finalement, c'est une taxe sur les superprofits qui ne dit pas son nom. Vous pouvez toujours l'appeler comme vous voulez, mais d'abord, il ne faut pas taxer, il ne faut pas surtaxer. Peut-être qu'il y a des surprofits, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a des profits supplémentaires dus à la situation. Et en tout cas, la France, c'est déjà le pays qui taxe le plus. Donc, elle surtaxe déjà la France par rapport à tous les autres pays. Aucun autre pays n'accepte pas les taxes françaises. Je la voterai parce que c'est l'Europe. C'est la réplique exacte, la transcription exacte de la décision prise par les Européens de taxer les énergéticiens sur les profits supplémentaires. Donc ça, c'est une bonne décision. C'est une décision collective européenne. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a un pays qui joue contre l'autre, qui cherche à attirer ci ou ça. Donc au contraire, c'est une bonne décision. Moi, toutes les décisions qui sont prises sur le plan européen me vont bien, parce qu'on voit bien qu'on a besoin de puissance. Et la puissance, elle est aussi en Europe. Et cette crise a montré d'ailleurs que l'Europe pouvait être puissante lorsqu'elle savait s'organiser. Et Dieu sait que le chemin est compliqué, Dieu sait que c'est difficile. Donc bravo, le gouvernement français, il a beaucoup porté cet accord européen. Il faut le mettre en œuvre. On va continuer à parler du budget. Et oui, l'Assemblée nationale a entamé hier l'examen du budget. Tout le monde est d'accord pour dire que ça se terminera par un 49-3. Pourquoi attendre ? Parce que ce serait assez curieux de ne pas discuter. Enfin, je veux dire, il faut bien. J'en sais rien. Il n'y a pas de vérité dans ce domaine-là. Il n'y a pas un truc qui dit c'est blanc ou c'est noir. Il faut regarder comment se passe le débat. Hier, il y a eu 2 motions de l'extrême gauche de rejet, qui étaient des motions de rejet du débat. En fait, c'est assez curieux. Il disait le débat, on dialogue pas. Et puis, il y a une motion pour dire stop, arrêtons le débat. Ces gens sont toujours à la limite de l'incohérence complète, en prônant des contradictions permanentes. Bon, il y a une brutalité du débat parce que NUPES et une grande partie de NUPES a une vision violente du débat. C'est le cas. Oui. Il y a vraiment une violence dans le débat, dans l'interruption sans arrêt des orateurs, dans le non-respect de ce que disent les uns et les autres. Enfin bref, ils n'écoutent pas. 3500 amendements, on est typiquement dans l'obstruction parlementaire. On n'est pas loin de l'obstruction. Alors il y a des raisons techniques qui font qu'il y a un peu plus d'amendements que l'année dernière, mais on va pas revenir là-dessus. Mais c'est évidemment extrêmement difficile. Mais pour vous, il faut attendre avant de dégainer le 49.3. Oui, il y aura un 49.3 puisque chacun a indiqué qu'il ne voterait pas le budget. Donc ils ont mis sur la table
dès le départ la conclusion du débat. Comme la conclusion du débat, c'est de ne pas voter, c'est donc un débat qui est en impasse. Puisque les oppositions agrégées, de LR à NUPES en passant par le Rassemblement national, ont décidé qu'ils ne voteraient pas, et ils l'ont dit avant même d'entamer ce débat. Tout ça donc est vrai. c'est une impasse. Donc c'est une impasse politique. Il ne faut pas non plus perdre trop de temps. Il y a beaucoup de temps. On a besoin de beaucoup de temps pour faire plein d'autres choses. Donc il faut que le débat ait lieu, que les vrais débats aient lieu. Il y a eu un débat sur la dette qui a été très intéressant en fin de soirée jusqu'à minuit. Et c'est très important de parler de la dette aujourd'hui française. Et puis il y aura un débat sur les collectivités locales, un débat sur le prélèvement européen. On va parler de tout ça, et 3000 amendements. On va parler de tout ça, et notamment le projet de loi de programmation des finances publiques qui a été repoussé en commission, alors que c'est une obligation européenne et qu'on doit tenir nos obligations et respecter les traités européens. Et honnêtement, ne pas voter pour cette planification, cette programmation financière est un peu surprenant. Gabriel Attal, ça dit que ça met en danger les fonds européens qui vont aller au plan de relance. Oui, ça met en danger, bien sûr. Ça complique nos relations avec l'Europe. On ne peut pas sans arrêt essayer d'avoir le leadership de l'Europe et repousser une trajectoire financière qui, certes, donne 3% en 2027. Alors, ça pourrait être plus ambitieux, mais ça correspond aussi quand même à ce que la France peut faire. Mais vous décrivez une impasse, vous décrivez très bien l'impasse politique dans laquelle on se trouve. Est-ce qu'il n'y a pas une position médiane ou un moyen d'en sortir sans se dédire? Ce serait de pratiquer la politique de la chaise vide, c'est-à-dire que des députés, les Républicains, pour ne pas voter le budget, ou voire des députés au Rassemblement national pour ne pas voter ce budget, ne participent pas du tout au vote au moment où il faudrait conclure et permettre du coup à la majorité de passer à quelques voix. C'est pas moi qui fais la stratégie de l'opposition, donc il faut leur demander. Est-ce que ce scénario-là est possible? Il faut leur demander à eux. Est-ce qu'il est envisageable? Je n'en sais rien, je ne sais pas ce qu'ils feront. Demandez à LR. Il y a beaucoup d'ailleurs, LR a déposé beaucoup d'amendements. C'est le premier parti à avoir c'est le premier producteur d'amendements. Donc on verra bien ce que contiennent ces amendements. Puisque vous parlez de la dette, effectivement, il y a eu un débat hier soir sur la question de la dette. Édouard Philippe, dans le Parisien, dimanche, s'alarmait un peu du fait que la France a un objectif de retour aux 3% à 2027, alors que les autres pays européens ont le même objectif pour 2025. Est-ce que vous dites, vous aussi, que ça va trop lentement ? Moi, je regarde à la fois cette trajectoire. 3%, c'est sûr que c'est évidemment trop. C'est un retour vers le futur. Mais ce serait bien d'y arriver. Et donc, mais à quelle échéance ? C'est ça la question que pose Édouard Philippe. Et oui, mais ce que ne dit pas Édouard, c'est que ce qui compte aussi, c'est le niveau de notre croissance. Tout ça se tient de beaucoup. Donc, nous avons aujourd'hui moins d'inflation que l'Europe, due d'ailleurs à la dépense publique. Donc, vous voyez que ça se tient fortement. Nous avons aussi plus de croissance, on a rebondi plus vite que d'autres pays, on est en route, je l'espère, vers le plein emploi, ce qui est une nouveauté absolue, et vous voyez bien qu'il y a des tensions sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Donc l'augmentation de la croissance est fondamentale. Et par exemple, dans ce budget, il y a beaucoup de dépenses. Je suis le premier à lutter contre ça depuis très longtemps. Il y a beaucoup de dépenses de protection des Français. Et en réalité, il est impossible de ne pas... Si nous ne protégeons pas les Français, ça coûte encore plus cher. Et si on ne protège pas les Français, ce qui est sûr, c'est que les conditions pour réussir à réformer le pays, elles sont pas là du tout. Mais alors, pas du tout. Donc on est bien obligé de le faire. Il faut le faire de façon de plus en plus ciblée. Il faut que le coût de la protection soit inférieur à son résultat sur la croissance. Il faut que la croissance, pour la France, cette croissance potentielle supplémentaire que nous attendons depuis maintenant bien longtemps. Mais on garde l'objectif 2027 pour vous. C'est pas trop tard. Il faut garder cet objectif de 2027. Si on peut faire mieux, tant mieux. Il faut interroger, challenger l'efficacité de la dépense surtout. Il n'y a pas de résultat magique. Souvent on dit oui, mais alors où est-ce que vous allez faire des économies ? Tous les partis politiques produisent des trucs pour dire il faut lutter contre la fraude, il faut moins de bureaucratie, il faut ci, il faut ça. Mais la vérité, c'est que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que cela. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Quand on est un parti de gouvernement, on essaie de rentrer dans le détail. Et dans le détail, c'est en réalité, dépense par dépense, interroger l'efficacité de la dépense publique. Le gouvernement y est à peu près prêt. Tout est dans les cartons sur ce type de sujet. Il faut juste avoir une vision très cohérente des choses et lancer les transitions obligatoires. Alors, vous parlez de transition obligatoire, ce que vous êtes en train de nous décrire sur la situation notamment de l'endettement du pays et cette histoire de trajectoire. Est-ce que c'est ça qui fait l'urgence de la réforme des retraites? Est-ce que cette réforme, elle n'est pas là pour donner des gages
à nos partenaires européens, à Bruxelles, en disant certes, on va mettre un peu plus de temps que les autres pour revenir aux 3%, mais regardez, on est de bonne volonté. À côté de ça, on va aller très vite sur la réforme des retraites qui promet des économies dans la durée. La nouvelle réforme des retraites, vous comprenez que tous les 10 ans, il faut à peu près bouger un peu le système. La réforme des retraites, c'est un gage non pas donné à l'Europe, c'est un gage donné aux Français. C'est un gage donné aux actifs qui payent les retraites des retraités. C'est un gage donné aux retraités pour qu'ils continuent à percevoir une pension qui ne soit pas amputée. C'est un gage donné aux travailleurs qui payent des cotisations chaque mois. Mis à part l'urgence sur la trajectoire et nos finances, il y a urgence sur ce sujet par ailleurs. Il y a urgence sur le sujet des retraites. Mais oui, mais parce qu'on réfléchit toujours pour lundi prochain. De temps en temps, on a le droit de réfléchir à plus longtemps. Et quand on est au gouvernement, on a le devoir de le faire. Donc il y a des urgences immédiates. La crise des stations essence, mais il y a des urgences aussi à moyen terme. Et donc il faut les engager. Les retraites. Et nous avons besoin, mais oui, parce qu'à partir, ça dépend des études, mais enfin dans quelques années, on sera à nouveau dans un déficit extrêmement important du système de retraite. Et donc il faut bien que ce système de retraite, on le modifie pour éviter cela. Accepter les déficits sur les systèmes de retraite, c'est accepter d'être d'une injustice profonde avec les générations qui vont nous suivre. Vous ne pouvez pas mettre des charges supplémentaires sur le dos des actifs qui en ont déjà beaucoup, alors que vous devez effectivement à un moment donné autoriser quelqu'un en fonction d'un âge, en fonction d'une durée de cotisation, de partir à la retraite et acceptable et responsable. On va jusqu'où, Éric Woerth? Parce que là aussi, Édouard Philippe, on a l'impression qu'il trouve le gouvernement un peu timoré. Il faut aller jusqu'à 65, 66, 67 ans, comme il dit. Mais dans d'autres pays, c'est cet âge-là, c'est cet âge qui est en cours d'application. Donc pour vous aussi, il faut aller jusque-là. J'en reste à l'idée que 65 ans est un bon âge. Mais pas en dessous. Il faut du temps. Il faut passer par 63, par 64. On peut à un moment donné se revoir pour regarder si c'est nécessaire. Il faut évidemment tenir compte des carrières longues. Mais ça tombe bien, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. La France le fait. Il faut changer le regard de ce qu'est un senior au travail. Donc les entreprises, et le patron du MEDEF a raison de le dire, moi je le clame depuis bien longtemps, c'est aussi un regard sur la société. C'est pas un sujet comptable, c'est un sujet de citoyenneté. Ça n'a rien à voir. Alors tout le monde peut se... Et parce qu'il ne veut pas de quota. Tout le monde peut se rendre aveugle, se boucher les oreilles et de dire c'est pas grave, on verra bien un jour. Mais on n'a pas le droit de le faire. On peut pas être imprévoyant avec un système de prévoyance. Idéalement, quelle serait votre réforme des retraites à vous? C'est un report, ça passe forcément par un report de l'âge de départ. Mais bien sûr, parce que tous ceux qui veulent uniquement augmenter la durée de cotisation, c'est ceux qui n'ont pas le courage d'affronter la réalité des choses. Donc on a besoin d'augmenter l'âge pour que l'âge moyen, d'ailleurs l'âge c'est l'âge auquel vous avez le droit de prendre votre retraite. Après vous pouvez la prendre plus tard. Vous êtes tenu aussi par les durées de cotisation. Les deux fonctionnent ensemble. Il faut que prendre en compte l'usure au travail, c'est-à-dire la pénibilité, mieux, de façon objective, c'est-à-dire médicale. Si vous êtes usé, par votre travail, c'est normal que vous puissiez partir plus tôt. Si vous avez commencé tôt, c'est-à-dire avant 20 ans, il ne faut pas changer cet âge-là. Avant 20 ans, à ce moment-là, vous avez le droit de partir, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, 2 ans avant. Et puis, il faut que les systèmes de formation professionnelle, il faut que les chefs d'entreprise changent leur regard sur l'âge au travail, la seniorité au travail. On doit pouvoir encore avoir des ambitions à 55 ans. On a besoin d'augmenter le volume de travail en France. Sinon, il n'y aura pas de création de richesse, il n'y aura pas d'augmentation du pouvoir d'achat et on sera dans l'incapacité de résoudre les questions de transition. Vous avez bien compris que la transition ne peut pas se financer par la dette. Nous avons, en tout cas, tout ce qui concerne le fonctionnement, notamment la transition sociale. La dette, elle doit être aujourd'hui une dette d'investissement et l'investissement doit se substituer à la dette de fonctionnement. Donc c'est très clair sur le report de l'âge. Mais jusqu'où, à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le projet qui va être présenté cet hiver? Est-ce que ça doit être déjà 65? Non, parce que vous dites 65, mais ça peut être avant. Non, je dis pas ça peut être avant. Je vous ai dit que pour arriver à 65, est-ce que là, il faut qu'il y ait écrit 65 de cours élémentaire. Pour arriver à 65, il faut quand même passer par 63 et par donc, ça d'accord. Donc ça veut dire que ça doit être progressif. Ça veut dire que je pense qu'il faut donner un horizon de 65 ans. Il faut le faire en décalant de 3 mois ou 4 mois. On peut d'ailleurs accélérer cela. Mais l'horizon, ça doit être 65. Oui, l'horizon, ça doit être 65 ans. C'est dans le débat depuis bien longtemps. Quand j'ai fait la réforme. Vous entendez la CFDT qui dit 65 ans, c'est non.
Oui, enfin, peut-être, mais alors qu'ils disent non au système par répartition. Je veux dire, il faut aller jusqu'au bout des réalisations. Si on veut dialoguer, alors il faut aussi un dialogue franc. Si on considère que la moyenne de vie à la retraite va dépasser la capacité de payer les retraites par tous ceux qui travaillent, c'est profondément injuste. On n'a pas le droit de le faire. C'est bien qu'en France, on met la poussière sous le tapis, mais maintenant, il y a plus de place pour la poussière. Le tapis, il ressemble à un dos de chameau. Donc, il faut absolument être responsable dans ce... La responsabilité, c'est aussi d'accepter. Et le système par répartition, il a sans doute beaucoup de défauts, mais c'est une magnifique chaîne de solidarité intergénérationnelle. On peut le remplacer par autre chose. Partir à la retraite à la carte, ça s'appelle la capitalisation. Donc ceux qui veulent faire vivre d'abord une réforme de retraite à la carte dans un système par répartition, il faut quand même qu'ils choisissent où est leur camp. Est-ce que c'est la répartition ou est-ce que c'est la capitalisation? Pour moi, c'est la répartition. Est-ce que vous pensez que, contrairement au budget, on peut, sur la retraite, obtenir un compromis au niveau du Parlement, et notamment avec les LR? Oui, je pense. Enfin, LR, ce que je dis, j'ai suffisamment aussi amené cette réflexion chez LR. Oui, bien sûr, c'est complètement raccord avec ce que dit LR depuis longtemps. Je vois qu'il y a quelques-uns qui décident de dire autrement, mais c'est par manque de courage. C'est juste par manque de courage. Mais faut regarder les choses telles qu'elles sont. Vous savez, pour faire... Enfin, aujourd'hui, on est dans un monde qui est en train de changer très vite. Tout le monde le comprend, tout le monde le voit, tout le monde s'en rend compte. Il faut l'accepter, il faut au contraire en faire une opportunité. Et il faut avoir beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour le faire, parce que l'opinion publique, parfois, n'est pas tout à fait d'accord. Et elle est tout le temps dans le sens de l'opinion publique. Quand c'est contraire à l'intérêt général du pays, je déconseille cette voie. Ouais. Vous pensez qu'Emmanuel Macron peut reculer comme il a fait dans le précédent quinquennat ? Mais il a reculé parce que le Covid est arrivé, parce que aussi la réforme des retraites qui était proposée à ce moment-là, elle était incompréhensible pour la plupart des Français. Vous pouvez pas avoir sur un grand système social le rendre incompréhensible pour les Français. Un dernier mot, système simple et juste. Un dernier mot, puisque vous parlez des LR et il nous reste plus beaucoup de temps. Bruno Retailleau, qui est candidat à la présidence du parti, a publié une tribune dans l'Express avec le député européen François-Xavier Bellamy, où il appelle à un devoir d'inventaire et il cible le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Vous avez été ministre sous ce quinquennat, je le rappelle. Je le cite, Bruno Retailleau, « Beaucoup a été fait durant ces 5 années, mais rien n'a vraiment été assumé jusqu'au bout. La droite avait promis la rupture, elle a fait la demi-mesure. » Qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais pas pourquoi il y a plein d'anti-sarkozysme primaire chez un certain nombre de mes anciens collègues de LR. Alors j'avais compris qu'ils avaient abandonné le gaullisme, enfin en tout cas un gaullisme... C'est peut-être lié aussi au positionnement il y a un gaullisme de façade. Mais Nicolas Sarkozy a dit les choses, il a une position profondément gaulliste. Quand il a considéré que, au fond, son comportement durant l'élection présidentielle m'a semblé extrêmement courageux. Vous pouvez pas laisser aller. Vous pouvez comprendre que ça hérite un certain nombre de gens. Ça hérite tous ceux qui n'ont pas le courage d'accepter l'idée que LR a loupé beaucoup de marches, alors qu'elle a été beaucoup prévenue, que c'est aujourd'hui un champ d'ambition personnelle, que chacun a créé son propre parti. Bruno, il a son propre parti. Tout le monde Valérie a son propre parti. Xavier Bertrand a son propre parti. David Lisnard a son propre parti, et ils disent « Mon Dieu, la maison commune, c'est formidable, mais ils habitent à côté. » Ils habitent à côté. Enfin, comment voulez-vous sauver les idées de LR? Parce que LR, c'est d'abord des idées, c'est pas une coquille, c'est pas une structure. Enfin, la structure juridique, qu'importe. Ce qui compte, c'est les idées que nous défendons. Les idées que nous défendons sont ceux d'une droite profondément républicaine et profondément gaulliste, sociale, libérale. C'est ça, les idées. Ces idées, elles ont été largement reprises par Emmanuel Macron, qui les met en œuvre. Peut-être pourrait-on participer à cette mise en œuvre, et peut-être pourrait-on après participer, au fond, à la transmission d'Emmanuel Macron, puisqu'il ne sera pas à nouveau candidat. Nous pourrions avoir ce type de réflexion. Certains l'ont, mieux discuter avec le gouvernement et pas être sans arrêt entre deux chaises. Je pense que c'est, encore une fois, c'est un manque de courage fondamental, et puis surtout l'incapacité de regarder la situation telle qu'elle est. Quand on fait 4% des voix à une élection présidentielle, on a le droit de se remettre en cause, et pas uniquement de dire il faut retrouver des élans populaires, etc. Enfin, tout ça, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. On n'est pas obligé de rabâcher sans arrêt le passé. Plus ils sont jeunes, plus ils rabâchent le passé. Les Républicains n'ont plus d'avenir aujourd'hui, selon vous? Les idées des Républicains ont un énorme avenir. Elles sont majoritaires dans la population, je crois. L'autorité, la nation, tout ça, et l'entreprise, la création de richesses, les droits et les devoirs, l'égalité des chances, la République des territoires, tout ça a beaucoup, beaucoup d'avenir. Mais force est de constater que c'est Emmanuel Macron qui le met en place. Et c'est tant mieux. Si un président de la République le fait et qu'il a une majorité même relative, faut le faire. Faut plutôt l'aider, non? C'est pas l'intérêt du pays? Merci Eric Woerth.